Suite du grand jury RTL Le Figaro LCI, spéciale élections européennes. Deuxième invité, Manon Aubry, tête de liste La France Insoumise. Le débat est dirigé par Benjamin Sportouche. Bonjour Manon Aubry, Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour ce premier grand jury. Je disais, vous aviez ça en partage avec votre prédécesseur à cette place, François-Xavier Bellamy. À mes côtés toujours pour vous interroger, Alexis Brézé du Figaro. Bonjour. Et Christophe Jacubizine de TF1 LCI qui vous pose la première question d'actualité de cette seconde partie d'émission. Sur l'affaire Lambert, on vient d'entendre que les parents de ce jeune homme qui est effectivement dans le coma depuis 10 ans, qui est alimenté de manière médicalisée, vont essayer de faire un recours pour empêcher l'arrêt d'alimentation de M. Lambert. Est-ce que vous soutenez la démarche des parents ? Je pense que tout d'abord, c'est toujours une histoire qui est difficile, qui divise une famille et qu'il faut prendre tout cela avec des pincettes et que ce n'est pas à moi de dire à la famille ce qu'elle doit faire. D'un point de vue juridique, néanmoins, il y a eu différentes décisions, à la fois de la part du Conseil d'État, puis de la CEDH, de la Cour européenne des droits de l'homme, qui disent la même chose, qu'il ne faut pas d'acharnement thérapeutique. Et je crois que ces décisions juridiques doivent être la voie à suivre et que ça pose plus largement la question de la fin de vie digne et des droits que l'on a sur son corps. Et pour faire le parallèle aussi avec comment avancer sur la question de ces droits, je pense qu'à la fois en France et en Europe, on doit pouvoir constitutionnaliser le droit à une fin de vie digne. Comme le droit à l'avortement. À l'euthanasie. Oui, je pense que nous devons le défendre, nous l'avons toujours défendu. Mais sur le cas Vincent Lambert, pourquoi ça ne s'appliquerait pas clairement pour vous dans ce cas-là ? Je pense que ça doit s'appliquer, mais je vous l'ai dit, je suis vigilante. Vous avez face à vous un drame humain et une famille, il faut comprendre la détresse de la famille et je la comprends. Après, il y a eu un recours juridique, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme. Vous savez, moi j'ai un parcours en droits de l'homme, donc je suis plutôt respectueuse de ces instances-là. Alexis, le fait qu'un des comités de l'ONU ait dit il faut surseoir à cette décision, ça vous n'infléchit pas, ça fait pas évoluer votre réflexion? Alors vous savez, il y a un principe en droit international, pour le coup je m'y connais assez bien, qui dit qu'en théorie, une deuxième instance de droit international ne doit pas venir suppléer une première instance de droit international. Et en l'occurrence, il y a eu une décision de la Cour européenne des droits de l'homme qui, je crois, doit être suivie des faits. C'est quand même l'objectif et le rôle que joue la Cour européenne des droits de l'homme. Christophe Jacubizine, on passe à l'actualité sur le chômage. Le chômage avec une embellie sur le marché de l'emploi au premier trimestre, en tout cas 2019, avec le chômage qui recule une nouvelle fois. Est-ce que ça finalement valide la politique du gouvernement sur la flexibilité du marché du travail, peut-être sur les baisses des charges? Je vous vois sourire, mais on anticipe votre réponse, mais on l'écoute quand même. Vous pouvez faire les questions et les réponses. Non. Non, puis sérieusement, quand on regarde quand même de très près, si on veut louer la politique du gouvernement, il y a quand même 200 000 chômeurs de plus qu'au début du quinquennat de M. Macron. Donc je crois qu'on ne peut pas encore dire qu'il a fait reculer le chômage par rapport à son arrivée. Par ailleurs, ce qu'on voit en pratique, c'est qu'aujourd'hui, cette baisse du chômage, elle s'explique par quoi ? Par d'abord une baisse de la population en activité, notamment avec le vieillissement de la population, premièrement. Mais la population active continue d'augmenter année et après année. Deuxièmement, quand on regarde de très près, Il faut trouver à peu près 100 000 emplois nouveaux pour suivre l'évolution de la population active de notre pays. De quel type d'emploi nous parlons ? Aujourd'hui, 87% des nouvelles embauches sont faites en CDD. Et qui plus est, en CDD de contrats très courts. Donc si vous réglez le problème de manière éphémère et quelqu'un sort des statistiques du chômage pour y rentrer 1 mois ou 2 mois plus tard, c'est problématique. Et nous disons qu'on ne peut régler la question de l'emploi sans faire de la relance économique. On l'a vu, le peu d'argent qui a été donné dans le cas des Gilets jaunes, ça relance la croissance et derrière l'emploi. C'est peut-être ça qui explique aussi ce regain d'activité, c'est qu'il y a de l'argent qui a été remis dans la machine. Nous, on a été le premier à le dire que si vous remettez de l'argent dans la machine et quand vous donnez qui plus est aux plus pauvres, a priori, les populations les plus pauvres ne vont pas spéculer sur les marchés financiers ou amasser de l'argent sous leur oreiller. A priori, ils vont plutôt le consommer directement. Et donc, ça participe Donc, vous félicitez les 10 milliards qui ont été donnés par le gouvernement et plus même, puisqu'il va y avoir des baisses d'impôts. On l'a toujours dit que les 10 milliards, c'était mieux que rien. Mais attendez, regardons de très près ce qui a été fait en pratique. C'est quelques cacahuètes qui ont été envoyées, qui sont toujours bienvenues, évidemment. Mais on est très loin des aspirations qui ont été celles, notamment du mouvement des Gilets jaunes, mais plus largement avec ou sans Gilets jaunes. Les gens étaient pour le rétablissement de l'ISF, les gens étaient pour, ils sont toujours d'ailleurs pour l'augmentation du SMIC, pour un plus grand partage des richesses, pour une plus grande justice fiscale, c'est-à-dire une progressivité de l'impôt. C'est simple.
plus vous êtes gros, plus vous payez gros, plus vous êtes petit, plus vous payez petit. C'était le slogan des Gilets jaunes et je crois qu'il résume à lui seul l'ambition de justice fiscale qui n'a pas été écoutée par le gouvernement et qui n'a donné suite à aucune de ses revendications. Il faut l'avoir en tête, aucune de ses revendications n'a été Ce mouvement des Gilets jaunes, vous diriez que c'est fini ou que ça va continuer ? Mais je crois qu'on a assisté, et je pense que vous serez d'accord pour le dire, un des plus grands mouvements de l'histoire récente. On a rarement vu pendant plus de 26 semaines, 27 semaines. Maintenant, il y a quand même beaucoup moins de monde dans la rue. Il y en a quasiment plus sur les ronds-points. Donc, vous dites, bon, c'est fini, on passe à autre chose, à une phase politique, ou ça va continuer ? Je crois que ce qui s'est passé dans les rues ces 27 dernières semaines ne s'arrêtera pas. Ne s'arrêtera pas, alors ça prendra d'autres formes, peut-être, parce que les gens sont fatigués, sont crevés. Franchement, mettez-vous à la place d'un gilet jaune qui va manifester tous les samedis depuis 27 semaines, qui a occupé des ronds-points, qu'on a accusé de violents, qu'on a accusé d'antisémites, qu'on a pointé du doigt pendant 27 semaines. C'est fatigant et je crois qu'il faut le comprendre, ce sentiment-là. Mais aujourd'hui, personne ne peut renier le fait que ça marque l'histoire et que les revendications qui sont partagées par les Gilets jaunes sont en réalité partagées par une grande partie de la population française. Pourquoi ils ne vous rejoignent pas, Manon Aubry ? Pourquoi ils ne votent pas massivement pour vous ? Attendez, je cite Jean-Luc Mélenchon, ne nous laissez pas tomber, leur a-t-il dit, comme une sorte d'aveu d'échec de pouvoir les ramener vers vous. Je crois que nos 79 candidats sur la liste de la France Insoumise sont 79 Gilets jaunes. On a tous manifesté dans les rues. Mais on ne prétend pas... Vous êtes un gilet jaune, Manon Aubry ? Mais moi j'ai manifesté, oui. Mais on ne prétend pas résumer le mouvement à nous-mêmes, parce qu'on n'a pas voulu faire de récupération politique, mais le mouvement Jean-Luc Mélenchon a toujours dit que il se sentait, si les Gilets jaunes le souhaitaient, le leader de ce mouvement, qu'il pouvait l'incarner, qu'il n'y voyait pas d'inconvénient. C'est faux, je vous invite à regarder, à aucun moment on s'est posé en leader de ce mouvement. Vous avez remarqué qu'on a toujours été vigilants. Il les laissait faire s'il souhaitait se ranger derrière lui. Quand on nous demandait, par exemple, est-ce que vous êtes pour la conduite ou l'arrêt du mouvement, on a toujours été très précautionneux en nous disant, nous, tant que les revendications n'ont pas été satisfaites, on pense qu'on doit continuer. Mais ce n'est pas à nous de répondre à cette question, c'est à l'ensemble des Gilets jaunes qui sont mobilisés. Je crois que c'est toute la difficulté que vous avez eue, les médias et les journalistes, si je peux me permettre, c'est que ce mouvement est d'une forme inédite, il n'y a pas de leader. Mais vous n'avez pas de difficulté. On peut, bien évidemment, chacun doit regarder un peu et faire son examen de conscience. Est-ce que vous vous êtes pas dit, on est passé à côté de quelque chose, on ne sait pas vraiment incarner ces aspirations-là ? Et je pense qu'aujourd'hui, le seul mouvement politique dont les revendications, dont le projet fait écho aux demandes des Gilets jaunes, c'est la France insoumise. Que ce soit en matière de partage des richesses, en matière de justice fiscale, ça ne se voit en pas matière dans les sondages, démocratique. Les sondages, on verra le résultat dans les urnes le 26 mai prochain. Vous aurez remarqué qu'il y a plutôt une dynamique positive ces derniers jours pour la France insoumise. Et puis, je crois que le véritable enjeu, je vais être honnête avec vous, c'est que les gens aillent se mobiliser. Parce que moi, quand je vais manifester, quand on fait du porte-à-porte, vous savez, il y a plein de gens qui nous disent « Ouais, on ne va pas manifester, mais on se sent gilet jaune ». Mais on n'a pas forcément envie de voter parce qu'on est dégoûté par le Alors on va politique. venir aux européennes, mais Christophe Jacubizzi dans le camp d'actualité. Vous avez raison, il faut attendre le dimanche prochain pour avoir votre résultat, mais néanmoins, si vous êtes à 9 ou 10%, c'est-à-dire la moitié moins du score de Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, est-ce que ça doit entraîner un changement stratégique de ligne politique pour la France insoumise ? Alors, si vous me permettez, je crois que le point de comparaison le plus pertinent, c'est celui des élections législatives où l'offre politique était similaire. Nous étions à 11%. On est en dynamique positive, on gagne des points dans les sondages. Et vous savez comment on gagne des points dans les sondages ? Parce que l'intérêt est grandissant pour ces élections. Il n'est pas encore à la hauteur, à mon sens. Et parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui se disent que, oui, on ne veut pas se faire confisquer ce vote pour les élections européennes. Je crois qu'aujourd'hui, la France insoumise est le seul bulletin de vote en capacité de déjouer le duo entre le Rassemblement national et la République en marche, de déjouer ceux qui vont gouverner ensemble après au Parlement européen, que ce soit les Verts et la droite au Parlement européen ensemble. Et je crois que c'est ça que nous incarnons pour cette élection. Et en tout cas, c'est sur ce terrain-là, qui est le terrain des idées, sur lequel nous allons encore nous battre. Dernière question d'actualité. Il y a une affaire qui a compté, en tout cas au départ de cette affaire des Gilets jaunes, c'est la limitation de vitesse à 80 km/h. Le Premier ministre a fait marche arrière en disant qu'on allait pouvoir, ou les préfets ou les présidents de conseils généraux allaient pouvoir la remonter. Vous dites qu'il a eu raison, que c'est une bonne décision, ou bien qu'on sait faire courir un risque d'accident supplémentaire ? Déjà, on ne sait pas très bien où il habite, parce que si vous laissez ça au préfet, c'est-à-dire que vous passez d'un département à l'autre, vous n'allez pas avoir la même règle. Il y a clairement un manque de lisibilité. Ensuite, je crois que sur cette histoire, on s'est trompé en de nouveau pointant du doigt les automobilistes sans leur donner d'alternative de transport. Moi, je comprends le sentiment des gens qui se disent « Ok, concrètement, pour aller à mon boulot, je vais mettre quelques minutes de plus parce que j'ai déjà beaucoup de trajets à parcourir ». Je crois qu'à terme, il faudra réduire la vitesse parce que c'est mieux pour l'écologie, évidemment, et c'est mieux pour notre planète. Mais il faut d'abord fournir des alternatives de transport.
plus Donc rapide. c'est plutôt une bonne chose d'assouplir, en tout cas maintenant. Je crois, si vous voulez vraiment mon avis, je crois que c'est un outil électoraliste du gouvernement qui se réveille 3 semaines après. C'est une des réponses, vous dites ils n'apportent pas de réponse, là c'en est une. Non mais vous croyez vraiment que c'est la revendication principale aujourd'hui des Français? Les Français, ça les préoccupe visiblement. Mais est-ce que je vous pense croyez pas on peut chacun avoir sa vision des choses. Moi, je crois que au quotidien, que disent les gens et sans doute une grande partie des gens qui manifestaient dans les Gilets jaunes, c'est qu'on a le droit à une vie digne, qu'aujourd'hui, il y a les 8 milliardaires les plus riches en France qui possèdent autant que les 30% les plus pauvres de la population française. Et ça, c'est pas normal et qu'il faut s'attaquer au partage des richesses. Je crois que c'est une préoccupation aujourd'hui qui est majeure et qui est celle qu'on incarne et qui met en parallèle la question écologique parce qu'on a voulu faire de l'écologie punitive comme l'a voulu le faire le gouvernement, notamment avec la taxe carbone. Et nous prenons une écologie populaire qui se fait avec les classes populaires, qui pénalise les pollueurs, les plus riches, les grandes entreprises multinationales. C'est sur ces deux jambes, finalement, que nous allons marcher. Partage des richesses d'une part, et écologie d'autre part. On en vient aux élections européennes. À 29 ans, vous voilà pour votre première campagne, donc à la tête de la liste de la France Insoumise. Manon Aubry, vous vous y donnez pleinement, autant que dans vos matchs de water-polo que vous pratiquez assidûment et que vous continuez à pratiquer. Sport difficile, je le précise. On a gagné le championnat, c'est peut-être de bon augure pour écoutez, en tous les cas, pour les élections européennes. C'est dit. Pas simple de faire campagne quand on sait quand même à quel point Jean-Luc Mélenchon incarne ce mouvement et qu'il est toujours difficile de se détacher d'une figure tutélaire aussi imposante. Est-ce que justement, vous ne payez pas aussi dans les sondages les emportements, les excès de Jean-Luc Mélenchon? Vous avez parlé, vous, dans une interview, dans un entretien face à Claire Nouvian de la liste Place Publique PS, d'un manque de sang-froid. Qu'aurait pu être celui de Jean-Luc Mélenchon au moment des perquisitions qui ont marqué les Français. Je crois que quand on va voter pour une élection, on ne va pas voter pour ou contre une perquisition qui a eu lieu. Honnêtement, c'est un épisode qui ne résume absolument pas la ligne politique. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu des excès? Je pense que l'excès, il est de la part de la justice. D'abord. Uniquement. Il est d'abord de la part de la justice. Il est d'abord de la part de la justice. Donc. Quand vous déployez un dispositif de l'ordre d'un dispositif antiterroriste, il faut bien prendre conscience de cela. Alors oui, moi je vous dis, la réaction qu'a eue Jean-Luc Mélenchon, je pense que ce n'était pas forcément la bonne et je n'aurais pas eu celle-là, mais c'est difficile à dire, je n'étais pas dans cette situation et je pense que la démesure, elle est d'abord du point de vue judiciaire. Et puis vous savez, je pense que la politique ne doit pas se résumer cela. Moi, ça fait 6 mois que je fais de la politique, je découvre. Et je suis assez sidérée. C'est dur, Manon Aubry. Ouais, franchement, c'est dur. C'est dur parce que sans cesse, on nous ramène... Plus dur que ce que vous pensiez. Ouais, et moi, je comprends que, je vais vous dire franchement, je comprends que les gens soient dégoûtés de la vie politique. Parce que parfois, la politique, ça ne fait pas envie. Parfois, la politique, c'est un débat de petites phrases. C'est un débat aussi de personnes. Eh bien, moi, je me suis engagée en politique parce que j'ai le sentiment que c'est le seul moyen de changer les choses. J'ai travaillé dans le secteur associatif pendant des années, mis sur la table des propositions en matière de lutte contre l'évasion fiscale, en matière de lutte contre le changement climatique. Et j'ai fait face au manque de volonté politique, au poids des lobbies. Et si on veut agir, eh bien à la fin, il faut des propositions politiques. Le seul moyen de le faire, c'est en s'engageant. Et quitte à dénoncer toutes ces tentatives de verrouiller le débat démocratique qui sont bien trop nombreuses et qui ne cesseront de me sidérer, pour être honnête. Alors, pour libérer, s'il tentait qu'il y ait des verrous, Alexis Brézé. La question, est-ce qu'il y a un verrou? Il y a un instant, François-Xavier Bellamy déplorait que la campagne des Européennes soit en quelque sorte confisquée par cette espèce de duopole entre Macron d'un côté, Marine Le Pen de l'autre, et il disait qu'il y a une espèce de duel factice qui est en train d'être mis en place. Est-ce que vous dites la même chose? Vous dites on nous vole notre campagne? Oui, je crois que de manière évidente, on est en train de rejouer le second tour de l'élection présidentielle. Moi, je veux rappeler à tous ceux qui nous écoutent ou qui nous regardent, cette élection, elle se joue à un seul tour, à la proportionnelle. Ceux qui auront des élus sont ceux qui en font plus de 5% de votes dans les urnes. Et je crois qu'aujourd'hui, je vous le disais tout à l'heure, la France Insoumise est la seule à même de déjouer ce duo entre La République En Marche et le Rassemblement National en posant une véritable alternative. Nous n'allons pas gouverner avec les libéraux au Parlement européen comme d'autres vont le faire. Nous allons nous opposer toujours pied à pied contre ce que défendent le République En Marche et le Rassemblement National, à savoir l'augmentation du temps de travail, parfois les traités de libre-échange, des politiques antisociales, ils sont tous deux contre la hausse du SMIC. Aujourd'hui, nous sommes la seule alternative. Mais vous reprochez, vous aussi, à Emmanuel Macron d'instrumentaliser le Rassemblement National? Oui, en fait, il se pose comme c'est moi ou le chaos. Moi, j'ai le sentiment qu'on a lui
et le chaos. Et qu'en s'opposant comme seul rempart potentiel à l'extrême droite, il est en réalité son marchepied. Parce que qu'est-ce qui crée du désaveu, de la colère aujourd'hui ? Ce sont les politiques libérales qui ont été menées au niveau européen. Ce sont ces politiques... L'Union européenne est devenue un espace de compétition de tous contre tous. Moi, j'ai appris à l'école, parce que je suis née après la construction de l'Union européenne, que l'Union européenne devait être un espace de coopération, d'émancipation. Moi, je tiens à cet idéal-là, mais ils l'ont détruit parce qu'ils créent du dumping social avec le statut de travailleur détaché, compétition en matière fiscale avec les paradis fiscaux européens comme le Luxembourg et l'Irlande. Voilà ce qui est devenu leur Union européenne. Vous condamnez ce duel, sauf qu'il y a eu un événement de campagne cette semaine qui a semé le trouble, puisque Andrea Cottaracci, qui est élu régional, la France Insoumise en Rhône-Alpes et ancien membre de l'équipe de la campagne présidentielle de Jean-Luc Mélenchon, a annoncé donc en début de semaine mardi soir qu'il quittait votre mouvement pour voter pour la liste du Rassemblement national aux élections européennes pour, dit-il, faire barrage à Emmanuel Macron en disant, selon lui, qu'il y a plusieurs convergences. Il parle entre vous et le Rassemblement national sur l'opposition aux privatisations, sur la baisse des 2 premières tranches d'impôts. Est-ce que, là, se pose pas à vous ce problème, cette idée qu'il peut y avoir des passerelles entre vous et le Rassemblement national, de manière concrète? Je vais vous le dire, franchement, cette histoire, elle est odieuse. Ce type, personne ne le connaissait. Moi, je l'avais jamais rencontré de ma vie. J'avais jamais entendu parler de lui. Et tout d'un coup, ça devient la star de cette élection. Il n'y a pas une seule interview où on ne nous pose pas la question. C'est un scandale. Je vais vous le dire, moi ça me met en colère. Mon engagement est né de la lutte contre l'extrême droite. Nous sommes les seuls sur le terrain. C'est pas votre engagement à vous. Nous sommes les seuls. Allez voir sur le terrain. Laissez-moi répondre à votre question, s'il vous plaît. Nous sommes les seuls sur le terrain à nous battre pied à pied contre l'extrême droite, à dénoncer aujourd'hui les convergences qui existent entre la République en marche et l'extrême droite. Sur le fond, parlons des idées. Ils sont tous les deux contre la hausse du SMIC. Ils sont tous les deux contre le partage des richesses. Tous les deux contre le rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Les convergences, elles sont là, si vous en cherchez. Alors, cessez d'instrumentaliser la dérive communautariste dans la France insoumise qui ne sont pas clarifiées. Mais qui peut croire ça ? Franchement, la ficelle, elle n'est pas un peu grosse à 10 jours des élections, que sur chaque plateau que je vais faire jusqu'au 26 mai, on va me poser la question, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Qu'il y a des ambiguïtés sur le fond. Mais le fait que vous me posiez la question, je vais vous le dire, et je m'adresse ici à tous les médias qui nous regardent. Arrêtez, la ficelle, elle est trop grosse. Vous savez que sur le terrain des idées, nous sommes aujourd'hui le seul rempart à l'extrême droite et à la République en marche. Oui, il y a quand même un sondage qui montre que les sympathisants, au-delà du cas de ce gars, il y a quand même un sondage qui montre que les sympathisants de la France insoumise se sentent beaucoup plus proches que par le passé des idées du Front National. Mais là aussi, c'est une instrumentalisation. Regardez, en pratique, ce qui s'est passé. Quelle porosité y a-t-il eu sur les électeurs de Jean-Luc Mélenchon en 2017, 2% entre la France Insoumise et le Rassemblement National. Moi, je vais montrer un autre sondage. Je ne sais pas si on le voit ici à l'antenne. Là, vous regardez. Mais vous allez. Donc, je vais vous l'expliquer. Cette émission est diffusée sur RTL. Je vais vous l'expliquer. C'est un sondage qui dit le second choix des électeurs pour les élections européennes. Ce second choix pour les électeurs de la France Insoumise, c'est d'autres mouvements politiques de gauche et c'est de manière très marginale le Rassemblement national. En revanche, s'agissant des Républicains, leur second choix pour les élections européennes, c'est le Rassemblement national à hauteur de 19%. Voilà aujourd'hui la véritable porosité qui existe. Alors cessez, s'il vous plaît, d'instrumentaliser et de kidnapper. Vous faites un double kidnapping de cette élection européenne. C'est autant de temps qu'on ne passe pas sur le terrain des idées. Alors on y vient, sur la campagne. Et toutes les questions sont bien sûr ici posées au grand jury, à tous les invités, sans tabou. C'est ainsi ce qu'est conçue cette émission, un grand oral. Donc on vient au programme, au fond du programme, bien sûr. On en a déjà parlé, mais on continue avec Question Express. Le grand jury, Question Express. Manon Aubry, pour ou contre 5 propositions. La fin de la règle des 3% de déficit. Pour, bien sûr, cette règle, elle ne sort de nulle part. Elle a été écrite sur un coin de table dans les années 80. Elle ne correspond à aucune réalité économique. On est les seuls à l'appliquer dans le monde. Et moi, je vais vous le dire, si on veut faire la transition écologique, oui, il faut investir des dizaines de milliards d'euros pour ambitionner quand on est déjà endetté à 100% d'énergie renouvelable. Mais vous savez, on emprunte aujourd'hui sur les marchés financiers. Oui, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pas cher. Un taux inférieur à celui de l'inflation. Vous êtes sûr que ça ne sera pas cher, les emprunts ? Et moi, je peux vous dire, je préfère vivre dans une société avec 3% de déficit que dans un pays où il y a 3 degrés de réchauffement climatique, parce que les dégâts sont irrémédiables. Aujourd'hui, c'est la dette climatique qui est bien plus grave que la dette financière. Un salaire financière. minimum européen. Pour
Évidemment, aujourd'hui, ce qui a été créé au niveau européen, je vous le disais, c'est une compétition en matière sociale où les entreprises se jouent de ces écarts de salaire. Nous défendons un salaire minimum européen qui correspond à 75% du salaire médian de chaque pays, ce qui correspondrait à plus de 1 500 € en France, et avec un processus de convergence entre les différents États européens pour qu'enfin on fasse une convergence par le haut et non plus vers le bas, comme l'Union européenne le fait ces dernières années. Supprimer le Parlement européen à Strasbourg pour le laisser à Bruxelles uniquement et dans le but de faire des économies, pour ou contre? Contre, je crois que le Parlement à Strasbourg est issu d'une histoire particulière. Vous êtes d'accord avec François Bellamy oui, et puis avec d'autres partis également en France. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là que... Non, je vous dis juste un constat. Se pose aussi ce débat entre les Allemands et la nous. question sur le fond, c'est aujourd'hui le Parlement de Strasbourg, c'est le fruit d'une réconciliation européenne entre les différents États européens. Par exemple, se trouve la Banque centrale européenne à Francfort, en Allemagne. Donc chaque pays a des institutions européennes. Je crois que toucher à cet équilibre serait dangereux. Et enfin, l'élargissement de l'Union européenne à la Turquie et à l'Albanie, Manon Aubry. Contre, tant que nous n'avons pas fait et entamé ce processus d'harmonisation sociale et fiscale par le haut, intégrer de nouveaux pays reviendrait simplement à élargir la compétition du tous contre tous, qui est déjà l'Union européenne. Fixons-nous un cap d'harmonisation sociale et fiscale d'abord. Pas contre tant que. Contre tant que, et ça vaut pour l'ensemble des élargissements. Et je crois que c'est le chantier prioritaire auquel nous devons nous attaquer à l'heure actuelle. Et vous parlez souvent d'Europe parallèle, si le plan A ne marche pas, vous parlez d'un plan B, mais on ne comprend pas trop cette Europe parallèle si jamais vous n'arrivez pas à faire changer les traités de l'intérieur. C'est quoi une Europe parallèle? C'est faire une coopération avec tous ceux qui le veulent. Vous savez, aujourd'hui, l'Union européenne est déjà à géométrie variable. L'espace Schengen ne comprend pas l'ensemble des États membres, l'euro évidemment. Et donc aujourd'hui, nous avons la conviction que si nous plaçons l'ambition écologique et l'ambition sociale au-dessus de tout, oui, nous pouvons embarquer d'autres États avec nous qui seraient intéressés de faire avec nous un impôt sur les sociétés en commun pour lutter contre l'évasion fiscale notamment, de faire ensemble la transition écologique et se donner l'ambition de 100% d'énergie renouvelable. J'ai le sentiment que ce sont des objectifs plutôt réalistes, pragmatiques et que d'autres États pourraient nous suivre. Dernière question, Christophe Jacubizine. François Ruffin vous a apporté lors d'un meeting évidemment son soutien et son renfort populiste, je cite. Vous êtes populiste, Manon Aubry? Ça veut dire quoi, être populiste? Justement, incarner, c'est la question. Si ça veut dire incarner les revendications populaires, alors oui, je le suis. Si ça veut dire être dogmatique, alors non, je ne le suis pas. Parce que très souvent, on inclut une dimension dogmatique là-dedans. Je crois qu'aujourd'hui, la politique s'est éloignée. C'est un mot qui vous gêne, vous pensez que c'est un mot? Non, mais c'est ce que vous mettez derrière qui peut me gêner. Mais moi, je crois que la politique s'est éloignée du peuple pendant trop longtemps. Et qu'il faut que la politique se rapproche du peuple. C'est ce qu'on fait à la France Insoumise avec moi qui suis tête de liste et qui n'ai jamais fait de politique avant, et avec toutes les démarches citoyennes que nous faisons, à commencer aujourd'hui par la présentation de directives qui ont été élaborées avec les citoyens. Merci beaucoup Manon Aubry, c'était votre grand jury. Nous vous retrouvons sur nos